Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de commentaires, d'analyse et de débat sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos invités qui sont des analystes, des hommes des médias, des chroniqueurs. Avec eux, donc, nous refaisons l'actualité pour vous. Aujourd'hui, nous allons évoquer au plan national 3 sujets brûlants. Premier sujet, il s'agit donc de cette tentative de coup d'État. Nous allons donc revenir sur ce sujet-là. Et puis, second sujet, on parlera aussi d'un phénomène. Il s'agit des coupures de l'Internet mobile qui sont désormais fréquentes au Burkina. Les gens s'en plaignent. On va donc en parler aussi ici. Et puis, nous terminerons au troisième sujet avec ces démissions ou ces départs au niveau de l'APMP, l'alliance, en tout cas présidentielle, la majorité présidentielle qui connaît des départs depuis un certain temps. Nous allons donc évoquer ce sujet. Et puis, le dernier sujet, ce sera le Mali avec les sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO qui font bouger beaucoup de lignes, aussi bien au Mali qu'en Afrique et dans le monde entier. Nous allons parler avec mes invités qui sont sur ce plateau. Je m'en vais vous les présenter. Il s'agit à ma droite de Vokouma Joachim. Il est donc journaliste, directeur de publication de Kasseto.net. Vokouma, merci d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Faustin Évariste Concebo, le chroniqueur média président du Cercle de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, Forum Alternatif des Citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis juste à la droite d'Évariste, Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste, enseignant à l'ISTIC. Merci d'être là. Et puis enfin, dernier invité et première invitation sur notre plateau, Dr Brou, donc il est consultant, enseignant, chercheur. Merci Dr Brou d'être sur ce plateau. Et puis à vous tous, cette émission est interactive. Dans sa deuxième partie, vous pourrez aussi réagir, donner votre appréciation d'un des sujets qui vous aura retenu l'attention. Mais avant, vous aurez à appeler pour vous inscrire sur notre liste. On commence tout de suite avec donc, cette question de coup d'État. On croyait ne plus en entendre parler au Burkina Faso depuis septembre 2015, mais voilà. Ici, c'est le gouvernement qui en tout cas, qui l'annonce au sortir du dernier Conseil des ministres. Il est question d'un coup d'État, en tout cas une tentative portée par on va dire que l'officier Mohamed Emmanuel Zungarana, donc Mohamed Emmanuel Zungarana est lieutenant-colonel, donc qui servait au niveau de Waibia, chef de corps, je pense bien. Alors, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous croyez? Parce que quand on lit un peu l'opinion, c'est de dire que ce n'est pas vrai, que bon, c'est toujours des, on va dire comme ça, des tentatives de museler certaines personnes, etc. Qu'en pensez-vous, Ali? Bon, effectivement, on a appris cette histoire dans les médias et ça a été confirmé par le dernier Conseil des ministres où le porte-parole du gouvernement a fait cas effectivement de cette situation. Comme vous le dites, l'opinion est un peu dubitative sur cette question. Il y a certains qui pensent qu'on veut noyer le poisson, il y a d'autres qui pensent qu'effectivement il y a eu quelque chose. Bref, je pense que tout cela participe du fait que bon, le gouvernement n'a pas suffisamment encore communiqué sur cette question. Cependant, quand on fait les analyses, il semblerait qu'effectivement il y ait quelque chose qui se tramait ou bien qui était en truc et qui a été démantelé. Mais comme il y a une commission d'enquête sur cette affaire, je pense qu'il faut qu'on soit assez prudent pour laisser la commission d'enquête travailler énormément pour sortir la vérité des faits. Parce que sinon, on n'est plus à la phase de commission d'enquête, puisque le parquet militaire, militaire est saisi. Donc c'est maintenant le juge d'instruction. Le juge d'instruction va sortir parce qu'on nous a seulement donné le nom du colonel Emmanuel Zungarana. On n'a pas donné le nom de quelqu'un d'autre. Avec la petite connaissance que j'ai, un seul individu ne peut pas faire un coup d'État. Donc probablement, il a avec lui un certain nombre de choses. Donc laissons le juge, le procureur militaire faire son travail et sortir les éléments, beaucoup plus d'éléments. Sinon actuellement, on ne peut faire que des supputations sur cette affaire. Et moi, par mesure de prudence, je m'en tiens à là et j'attends que le procureur militaire fasse des investigations pour qu'on trouve quelque chose. Parce que souvenez-vous, il y a eu le cas d'Auguste Barry où on nous a dit que nous serons édifiés. Ça fait plusieurs années que nous attendons toujours d'être édifiés. Donc, quand il s'agit de coup d'État, c'est quelque chose d'assez grave, puisque c'est une action qui remet en cause, j'allais dire, la marche normale de l'État pour donner une autre marche à l'État. Donc, il faut faire très attention. Donc, attendons que le juge militaire, qui est saisi par ce dossier, fasse les investigations et sorte quelque chose sur lequel on peut réellement se prononcer. Alors, Vokouma, Emmanuel Zungarana est chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando et commandant du secteur ouest du groupement des forces sur la sécurisation du Nord.
On dit qu'il a tenté un coup d'État. Il y a certains soldats qui ont été aussi arrêtés avec lui. Il y a des noms de personnalités aussi qui circulent. Ce n'est pas dit officiellement. Mais jusque-là, il y a comme une sorte de cachotterie autour de cette affaire. C'est toujours sur ces sujets-là, ça a toujours été comme ça. Tant que le coup d'État n'a pas réussi, ça reste toujours dans des cachotteries. Mais ça fait des semaines qu'il y a ces bruits de bottes là. Je veux dire, nous tous qui sommes ici, qui n'a pas entendu qu'il se prépare quelque chose. Ça se racontait un peu partout que, voilà, dans l'armée, il y avait des gens qui étaient tentés par la déstabilisation des institutions. Et tout cela s'explique par le contexte sécuritaire général. Vous voyez, avec ce qui se passe au Mali, on avait pensé que les réactions de la CEDEAO, les condamnations un peu partout, en Guinée également, bon, on se disait que c'était des éléments de nature à dissuader éventuellement des gens de passer à l'acte. Manifestement, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des gens qui sont tentés de croire qu'ils ont la solution. Alors donc ça veut dire que c'est vrai, quand on écoute un peu tel que tu dis les choses, ça voudrait que c'est vrai? Non. Parce que des gens ne croient pas, hein. Des gens estiment que c'est toujours les mêmes choses. Non. Auguste Delis-Barry, colonel Auguste, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ça en est. Avec le cas Safiatou Lopez, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ça se trouve. Justement. Bon, je pense que les gens ont tout à fait raison de ne pas trop y croire. Parce que quand, comme Ali l'a évoqué, le cas de Auguste Barry, le ministre Simon Compaoré nous avait dit à l'époque que nous serions édifiés lors d'une conférence de presse. Je crois qu'il a été gardé pendant 8 mois, je crois, et puis libéré comme ça, on ne sait pas pourquoi. Bon, donc on n'a pas été édifié jusqu'à présent. Et ça, c'est un précédent. Vous voyez, ça jette le doute justement sur la parole publique lorsque on avance on promet des choses qui n'arrivent pas. Mais sur ce qui vient de se passer, moi je suis comme Ali, moi j'attends de voir comment le juge d'instruction va élucider cette affaire-là. Est-ce qu'il y aura un procès? Bon, normalement il devrait y avoir un procès puisque c'est une tentative de remise en cause des institutions. Donc c'est un acte grave. Alors le tribunal militaire, donc, disons la justice militaire a communiqué, il y a un communiqué qui est sorti pour dire qu'ils ont été saisis des tentatives. Oui. Bon, mais je pense que de toute façon, moi je me réjouis. On est dans le processus de l'état de droit. Hein. Dans le passé, il y a eu des tentatives de coup d'État qui ont tourné très très court de façon tragique, dramatique. Donc on va attendre voir, en espérant que cette fois-ci, il faut effectivement que s'il y a des éléments de preuve qui montrent effectivement que ces gens-là voulaient faire un coup d'État, eh bien il faut que la loi s'applique, que le tribunal militaire les juge et qu'ils soient sanctionnés. Pour que, vous voyez, la sanction, c'est toujours comme ça. Il y a le côté répressif et il y a le côté aussi dissuasif. C'est-à-dire, on réprime quelqu'un qui a violé la loi. Et en même temps, bon, on donne un signal fort à ceux qui seraient également tentés de faire la même chose. Alors, Évariste Fossé-Nkosebo, y croire, ne pas y croire, et justement, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans ce contexte-là, en arriver à penser même qu'il pourrait y avoir peut-être coup d'État, alors que, bon, on a entendu dire qu'il plus jamais il n'y aurait de coup d'État ici. Ça, on a entendu des autorités même le dire, qu'il ne peut pas y avoir de coup d'État. Et puis, bon, finalement, on en vient à la réalité où on dit qu'il y a eu tentative quelque part. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Non, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer, mais moi, si je m'en tiens pour ce qui concerne de l'Afrique, et spécifiquement le Burkina, bon, c'est des pays où on a instrumentaliser des démocraties formelles de façade. Bon, à partir de là, tout est possible. Hein. C'est vrai qu'il y a dans les années 70-80, c'était en Amérique latine, il ne pouvait pas se passer un mois sans qu'il y ait des coups d'État et tout, mais l'Afrique, quand même, on constate que ça perdure. Et ce n'est pas le dernier, hein, malheureusement. Il y en aura d'autres. Parce que comme le système ne marche pas et comme c'est des démocraties formelles, alors, il se trouve que, pour donner peut-être, il y a une frange de la population qui croit à l'homme providentiel, hein, on l'a vu ici. Moi, personnellement, je ne crois pas à l'homme providentiel parce que je considère que chacun court derrière ses intérêts égoïstes, en se faisant appeler, bien sûr, Messie. Mais c'est vrai que le système que nous connaissons, que nous avons voulu installer, il ne fonctionne pas. Alors, c'est ce qui fait que chaque fois, sinon, revenons dans le contexte burkinabé, tout le monde sait que, bon, les conditions sont réunies, hein, ça c'est sûr, les conditions sont réunies parce qu'il y a des problèmes, il y a les gens, même dans l'armée, il y a un mécontentement, il y a une division, il y a des problèmes sont en pêle-mêle. Donc, il appartient donc à ce moment
au pouvoir de savoir prendre la mesure exacte et d'apporter les réponses utiles et nécessaires. Sinon, forcément, les gens vont toujours imaginer des choses. Hein. Alors, bien sûr, moi je me méfie parce que notre pays, quand même, historiquement, hein, c'est un pays de coups d'État. Ça, si on regarde quand même le nombre de coups d'État que nous avons eus, alors on a pu peut-être fomenter ça pour distraire les gens. Moi, je n'exclus pas cette hypothèse. On a pu aussi faire un montage pour écarter les officiers entre griffes qui ne rentrent pas dans les rangs. Tout est possible, tous les scénarios sont possibles. Moi, je n'exclus aucun scénario, mais ceci étant, c'est vrai, nous sommes dans un contexte quand même de droit où les exactions, quand même, on ne les fait plus. Le procureur, je me réjouis bien sûr, a dit qu'il a mis en avant quand même la notion de présomption d'innocence. Ça veut dire que... Alors, politiquement dit, est-ce qu'on peut considérer cela aussi comme si on prend l'hypothèse que c'est peut-être quelque chose qui a été fomenté pour mettre sous éteignoir soit des adversaires politiques ou soit des personnes qui ne s'alignent pas? Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où autour du pouvoir il y a des querelles, il y a des clans qui s'affrontent? Moi, je ne suis pas un devin, mais quand on regarde bien un peu le paysage, l'évolution, il y a matière. Vous pensez par exemple qu'il y a beaucoup de gens les gens sont venus ensemble. Ça c'est clair, il faut le dire. À un moment donné, dans le parcours, il y a d'autres qui débarquent. Vous pensez que ceux qui débarquent doivent être contents, ils doivent se croiser les doigts pour s'asseoir? Non, il y a matière, je vous dis. En plus de cela, il y a des faits objectifs et réels. La situation sécuritaire qui se dégrade. Et donc, qu'est-ce que vous voulez alors Je voulais ajouter. Oui, d'accord. En fait, après analyse et quelques investigations, il est tout à fait. On constate effectivement qu'au niveau de la population, il y a déjà un malaise qui est dû notamment à la question d'insécurité. Donc, il y a certaines personnes dans le public qui pensent qu'un changement de système pourrait apporter. Mais quand on regarde notre armée aussi, avec les petits problèmes que nous avons, au sein de l'armée aussi, il n'y a pas cette cohésion nécessaire pour le bon fonctionnement de l'armée. Cependant, on ne peut pas tout de suite, comme je l'ai dit au départ, on ne peut pas tout de suite crier qu'il y a un coup d'État, surtout qu'on nous avait déjà annoncé des coups d'État et qu'on n'a pas vu. Ça peut être aussi une occasion utilisée pour se débarrasser d'un certain nombre de personnes assez gênantes. Parce que quand on écoute les bruits de gauche à droite, il n'y a pas seulement que des militaires qui sont impliqués dans cette affaire, dans cette supposée affaire, mais aussi des civils. Et puis, ce n'est pas des petits civils, c'est des grands nombres de civils. Donc, encore une fois, le dossier est aux mains du juge, du procureur militaire. Nous souhaitons qu'il fasse un bon boulot afin qu'on sache réellement ce qui s'est passé pour que toute velléité de ceci ou de cela ne se passe. Bon, les gens sont dans l'attente de cela et la balle est dans le camp de la justice militaire. Monsieur Brou, alors, qu'est-ce qu'on dit de ce coup d'État? Je pense que, tout d'abord, avant tout propos, je voudrais vous dire merci de me permettre de me joindre à votre équipe. C'est un plaisir pour moi. Mais tout à l'heure, vous disiez, on parle de coup d'État, mais qu'est-ce qui étonne? Dans des pays où la culture, la démission n'existe pas, dans des pays où la culture des résultats n'existe pas, dans des pays où la culture d'assumer ses responsabilités n'existe pas, qu'est-ce que vous voulez? Si quelqu'un se sent en force, avec une âme, d'aller... Aujourd'hui, qui paye le plus tribut de cette guerre-là? Ce sont les militaires. Pensez-vous qu'ils vont se laisser faire? Moi, je suis convaincu qu'en Afrique de l'Ouest, avant 2025, il y aura 2 coups d'État. Il y a encore 2 coups d'État qui restent dans l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, ici, dans les États de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Burkina? Non, monsieur Luc, ne me faites pas dire des choses. Non, moi je pose la question parce que comme vous dites que, non, je sais que tu dis ici qu'il reste au moins 2 coups d'État, je me demande est-ce que le Burkina est dedans ou c'est ce que le Burkina vient de connaître comme ça. Parce qu'il faut qu'on arrive de faire certaines choses. Aujourd'hui, nous avons des pays qui ont plus de 60 ans d'indépendance. Il faut qu'on mûrisse. Il faut que nos chefs d'État, il faut que nos gouvernants comprennent certaines choses. Les coups d'État, on les condamne. Mais il faut que les gens comprennent qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, le cas du Burkina, le lieutenant-colonel Zougrana, certains le connaissent souvent pour ses sorties. Il n'est pas du tout, il n'a pas trop souvent la langue de bois, si vous comprenez. Donc aujourd'hui, comme Ali Compaoré le disait, voilà, on peut mettre les choses en place pour mettre sous le témoin certaines personnes, parce que
On connaît un peu le temps colonial du Ghana, il y a certains écrivains, il écrit beaucoup, tout et tout. Mais pour moi, aujourd'hui, les coups d'État en Afrique, on ne peut pas en finir. C'est malheureux, mais aujourd'hui, vu la situation au Burkina, pour moi, c'est pas sûr qu'avant 2025, nous soyons à un niveau où le pays... Où il y a des velléités, Oui, beaucoup trop de velléités. Bien sûr. Dû au fait qu'il y a la mauvaise gouvernance, il y a des problèmes de sécurité. C'est ça, véritablement, ou c'est parce que les militaires même, ils veulent reprendre le pouvoir. Comme ça s'est fait, c'est l'exemple peut-être du Mali, de la Guinée. C'est beau à voir, peut-être c'est ça aussi. Monsieur Lukman, écoutez, tous nous sommes dans ce pays. Nous voyons ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas de bonne gouvernance de bonne gouvernance au Burkina? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de personnes, de gouvernants qui assument leurs responsabilités? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de personnes qui sont orientées aux résultats? Aujourd'hui, depuis cette guerre, on n'a même pas pris le temps de définir quel est le type d'armée que nous voulons, quel est le type de citoyens que nous voulons, le genre d'armée que nous voulons aujourd'hui. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça dans le billard. Mais est-ce que là, le coup d'État est une solution? Est-ce qu'il appartient aux militaires de venir régler ce problème de bonne gouvernance, etc. Est-ce que ce n'est pas une question politique où il faut avec des élections, on le fait, ou si l'opposition ne veut pas prendre les rues, elle marche, ça c'est question politique. Les militaires, voici leur idée. Eux, ils sont en train de payer, d'accord, quelque chose pratiquement qui n'ont pas sémé. Ils sont en train de récolter quelque chose qu'ils n'ont pas sémé. Alors pour eux, c'est quoi? On dégage ceux qui sont là. Ils viennent mettre, j'allais dire, les points sur les i, et on prend quelqu'un d'autre pour redémarrer. Voici un peu leur truc. Aujourd'hui, c'est comme ils l'ont fait au Mali, absolument, avec ATT. Absolument. Aujourd'hui, tout le monde parle d'incompétence dans ce pays. D'accord. Et tous, on le constate. Donc aujourd'hui, pour moi, oui, les coups d'État, on va les condamner, c'est clair. Mais à des moments, comme dirait l'autre, à quelque chose de malheur bon. Merci. Brou. Oui, depuis l'indépendance de notre pays, on a connu 2 présidents civils. Maurice Yamouro et Roch-Marc Christian Kaboré. Non, mais c'est un militaire. Oui, mais il y a le président Kafando. Il y a le président Kafando. Oui, bon, ça c'est la transition. Oui, mais il fut un président bien du sûr, Faso. bien sûr. La Mizana, je suis désolé. La meilleure élection je suis désolé, la Mizana, c'est un militaire. Oui, mais un officier sans épée. Oui, mais bon, c'est un militaire. Pour moi, un militaire, c'est un militaire. Ouais, ok, Vokuma. Voilà. Donc, on a eu, comme il a évoqué, plusieurs coups d'État dans notre pays. Puis, on a décidé, on a fait le bilan, qu'on allait opter pour la démocratie. On n'a pas dit que c'était le meilleur régime, c'est le moins mauvais possible. C'est le moins mauvais possible. On a décidé que c'est par la démocratie qu'on allait régler nos problèmes, nos différents questions de gouvernance, questions d'éducation, voilà. C'est par la démocratie qu'on va le faire. Et on s'est engagé sur cette voie-là. Il faut qu'on s'y tienne. Les militaires ont leur rôle. C'est aussi prévu dans la Constitution. Quand on regarde, on a évoqué le cas du Mali, ou le cas du Burkina, ou le cas du Niger, est-ce qu'on peut dire que la gestion des militaires est meilleure que la gestion des civils? On peut faire le bilan. Donc, prétexter qu'il y a une mauvaise gouvernance, ça peut être effectivement amélioré. On le dit tous les jours ici. Prétexter de ça pour renverser les institutions et sachant que de toute façon, ils vont encore rendre le pouvoir, remettre le pouvoir dans les institutions, puisque dès le coup d'État consommé, il y aura des condamnations, il y aura des sommations à rendre le pouvoir aux civils à l'issue des élections. Donc, on va être dans un éternel recommencement. Et ça, on en a assez. Tous les problèmes qui existent, on peut trouver les mécanismes démocratiques, l'état de droit, tout est prévu. Peut-être qu'il n'y a pas les bons hommes aux bons postes et qui prennent les bonnes décisions pour régler tous ces problèmes-là. Mais on s'est engagé sur cette voie-là. Il faut qu'on s'y tienne. Parce que si on revient encore en arrière, quand on regarde, si on suit bien, est-ce que les coups d'État ne sont pas moins la volonté des militaires que le déficit ou l'échec de l'élite politique? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'échec de l'élite politique qui est source, qui cause les coups d'État? Eux aussi, ils font partie de l'élite. C'est des gens qui sont cultivés, qui ont fait de longues études. Ils font partie aussi de l'élite. Ce n'est pas un échec qui appartient à une seule élite. Ils font partie aussi de l'élite. Mais qu'il y ait échec ou pas, évidemment, en disant comme ça, on dit les choses de façon sommative. Mais quand on regarde dans les détails, on ne peut pas dire
Quand un gouvernement part, on regarde, il y a des échecs et puis aussi il y a des succès, il y a des avancées. On ne peut pas faire une conclusion globale comme ça. Mais qui est-ce qui vous dit que le militaire qui va prendre le pouvoir, là, il va régler tous nos problèmes? Au contraire, moi je suis convaincu que dans ce contexte-là, vous vous rappelez de ce que Sanogo a fait au Mali quand il a renversé ATT? Qu'est-ce qui s'est passé? La situation s'est aggravée. Il ne faut pas oublier ça. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que dans le contexte actuel, là, renverser les institutions républicaines, aujourd'hui, ça ne va pas régler les problèmes d'insécurité que nous avons. D'accord. Ça, c'est ma conviction. Oui, Évariste, je vais dire quelque chose. Monsieur. C'est par rapport pour rebondir un peu sur ce que Bokoumadi dit. Il dit que de citer un exemple de cas où les militaires géreraient mieux ou auraient mieux géré que les civils. Mais dans notre pays, par exemple, c'est un pays où il y a eu Thomas Sankara qui est même été mondialisé et qui tout le monde, moi je ne suis pas sankariste, je dis peut-être j'aurais été sankariste de droite, et tout le monde reconnaît quand même que, en fait ce que je veux dire, ce qu'ils font, ils n'ont pas une baguette magique, mais ils ont quand même cette fibre patriotique, comme nous allons en venir sur le débat sur le Mali, qui les amène peut-être à se déchaîner. Parce qu'il y a des chaînes quand vous êtes démocratiquement élu par rapport à la communauté internationale. Et donc, ils ont une certaine liberté et cette liberté de faire certains choix. Voilà, leur permettre de faire des choix qui vont dans le sens de l'intérêt général. Et c'est ce qui fait que dans la population, la majorité de la population voit en eux des hommes providentiels. Mais oui. On sait que l'homme providentiel n'existe pas. Je veux dire, il est providentiel parce qu'il n'est pas encore au pouvoir. Mais une fois qu'il arrive au pouvoir, il étale ses carences comme tous les autres. Il faut le dire, c'est que nos dirigeants que nous élisons, mal ou bien, et une fois qu'ils sont maintenant au sommet, ben, ils ne dirigent plus dans l'intérêt des peuples, mais dans l'intérêt des multinationales et dans leurs propres intérêts. D'accord. Moi, Docteur je rebondir à la suite de M. Bouma. Enfin, je veux dire aujourd'hui que nos jeunes militaires ont compris. Nos armées ont compris aujourd'hui. Aujourd'hui, les coups d'État qu'on a vus au Mali, c'est suite à des actions, c'est suite à des problèmes dans le pays. En Guinée, c'est la même chose. Aujourd'hui, les coups d'État ne se font pas parce qu'il faut faire un coup d'État. Les militaires, quand ça comprend, ils ont compris. Alors, lorsqu'il y a un coup d'État, c'est que, évidemment, dans ce pays-là, les conditions sont réunies. Il y a une sorte de demande d'exaspération dans la limite. Donc les militaires viennent pour ne pas que l'État s'effondre. Absolument, on a vu le cas ATT aujourd'hui avec IBK, avec Gouita, tout et tout. Regardez les pays comme le Sénégal, au Ghana, ça se passe très bien. Parce que plus ou moins on a des gouvernances qui, excusez-moi, qui vont permettent de faire choses, fonctionner mieux les choses. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, je prends le cas du Burkina, le cas de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on va dire que ça ne prête pas des intentions? Bien sûr. Donc pour moi aujourd'hui, il faut laisser, enfin comme je l'ai dit, les coups d'État, il faut les condamner, mais des fois à quelque chose de malheur. Bon. Moi, je pense Ali, il faut terminer sur ce sujet. On n'est pas sur ce plateau ici, j'écoute tout le monde, on n'est pas en train de faire l'apologie des coups d'État. Ça, il faut que ça soit c'est compris, Ali. On est en train de faire une analyse. Voilà. Maintenant, c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, les militaires aussi suivent. Et Vokouma l'a bien dit. Parmi eux, c'est des grands intellectuels qui ont fait les études et tout. Ils suivent, ils observent. Ils ont un avantage sur nous, c'est qu'eux, ils ont les renseignements, ils ont les armes, ils ont des hommes pour faire le travail. Puisqu'on parle de coup d'État, c'est un coup de force. Est-ce que vous voyez? Mais ils suivent également le mouvement des civils. Donc, quand un pays devient ingouvernable et qu'il y a des manifestations comme ce fut le cas du Mali, ça leur donne une certaine légitimité, je dis bien une certaine légitimité à réagir. C'est pour cela que, une fois que les civils sont au pouvoir, c'est le moins mauvais système. Vokouma l'a si bien dit, la démocratie, ce n'est pas le système parfait, mais quand même, il est le système le moins mauvais. Donc, lui, il a fait Assas, sur le truc, on dit la démocratie, c'est parle toujours, et dans la dictature, c'est ferme ta gueule. Donc, en démocratie, on parle, et en dictature, on ne parle pas. C'est dit tout simplement, je reviens à mon sujet, pour dire que le fait d'être élu de façon démocratique, ce n'est pas une panacée. Oui, voilà, ce n'est pas une panacée. Ça veut dire qu'une fois élu, il faut que ceux qui ont été élus, les civils justement qui ont été élus, travaillent très bien. Et la question de la gouvernance, la justice et tout ça, c'est tout. Donc, il faut qu'on en tienne compte et effectivement travailler à
écarter le spectre des coups d'État parce que c'est un éternel recommencement. Merci. Ali, on continue pour parler de coupure ici de l'Internet mobile. On en a vu il y a un certain moment, j'allais dire en décembre, et puis comme s'il fallait encore repartir, récemment on a encore vu cette restriction, cette coupure qui est encore revenue. On a seulement eu, officiellement cette fois-ci, on a seulement eu le ministre Maxime Koné qui, au détour d'une activité, a laissé entendre qu'il n'avait pas de commentaires par rapport à cela. Alors, mais ça perturbe. Les Burkinabés sont un peu, les consommateurs de l'Internet mobile, ils sont un peu sur leur colère parce que beaucoup de l'Internet. Alors, ces perturbations sont dues à quoi? Pourquoi on perturbe? Liberté d'expression qui est là, mise à mal. On parle souvent de volonté, on parle de sécurité, d'État, etc. Alors, qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Monsieur le commandant, au fait, moi, quand je vois ça, à la limite, moi, j'en ris. Ça prouve que notre gouvernement est aux abois. Ils n'ont pas de solution. Ils ne peuvent pas apporter la réponse communicationnelle. En réalité, voici le vrai problème. Lorsqu'on n'arrive pas à apporter la réponse communicationnelle, c'est que là, on est aux abois. Et ça veut tout dire, la coupure. Qu'est-ce que la coupure de l'Internet peut apporter? Ce que les jeunes font, ce que les gens font avec l'Internet, qu'est-ce que ça peut apporter à la destination d'un pays ou à la construction d'un pays? Pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, on a vu le ministre de la Défense récemment dire qu'il faut plutôt maîtriser les réseaux sociaux, la communication, sans les réseaux sociaux, la communication, le terrorisme n'est rien, en fait. Donc, c'est ça le problème. Mais donc, ils pensent qu'ils pourront mettre fin à ça dans un pays comme le Burkina, qui fait plus de 70% de jeunes. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, pour moi, il ferait mieux, d'accord, de chercher des solutions communicationnelles, d'apporter cette riposte-là au niveau de la communication, au niveau de leur organisation. Pour aujourd'hui, voici l'essentiel. Voici là où il faut aller. Voici là où il faut aller chercher les solutions. C'est de riposter de cette façon. Sinon, couper, ce n'est pas la solution. Et ça démontre, une fois encore, ils démontrent ils sont à court d'idées, ils sont à court de stratégie, ils sont à court de défense. C'est ce qui démontre tout simplement. La coupure de l'Internet, pour moi, c'est déplorable. Vokouma, est-ce qu'il y a une explication jusque-là pour cette seconde phase-là? Oui, on voit des restrictions. Tantôt, il y a certains médias sociaux qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Pour certains, il faut être avec le Wi-Fi, etc. Bon, finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a coupé, qu'est-ce qu'on n'a pas coupé. Alors, je pense que cette fois-ci, ils ont ciblé Facebook. Voilà. C'est Facebook qui a été ciblé parce que, comme tu disais, les autres réseaux sociaux fonctionnent correctement parce que Facebook a une audience qui est largement plus grande que les autres réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp ou Instagram ou Twitter, hein, qui est très élitiste, qui est très peu utilisé, puisque, bon, voilà, sur Facebook, chacun raconte ce qu'il veut sans limitation d'espace. Et donc, je crois que c'est ce réseau social-là qu'ils ont ciblé. Mais pourquoi l'ont-ils ciblé? Dans la mesure où Facebook, c'est un canal de communication, c'est la liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Moi aussi, je me pose la question. Pourquoi ils ont coupé? Parce qu'ils n'ont pas donné d'explication. La fois précédente, vous vous rappelez, lorsque les jeunes avaient bloqué le convoi de l'armée française à Kaya et tout ça, c'est dans la même période que l'Internet avait été coupé. Et le président avait expliqué lors de son interview qu'ils avaient des informations qui justifiaient que l'Internet soit coupé. L'Internet mobile soit coupé. Voilà. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de communiqué. Donc, on ne sait pas. Le ministre de l'Intérieur, qui est aussi un des garants des libertés, ne dit rien. Bon, on lui pose la question, il l'esquive, il ne dit rien. C'est pas normal dans un pays démocratique. Voilà. Donc, moi, je fais partie des milliers de victimes, puisque moi, j'ai un média en ligne, et je vais on fait toujours chercher beaucoup de lecteurs qui viennent sur mon journal via Facebook. Oui, donc si on coupe comme ça, ça réduit drastiquement tous les médias en ligne aussi. En ligne aujourd'hui souffrent énormément. Et il semble que ils avaient même voulu aller plus loin et que c'est les opérateurs de télécommunications qui ont protesté parce que ça fait un manque à gagner énorme aussi pour eux. Sans oublier, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont construit un business autour
surtout de Facebook. Bien sûr. Des commandes, les ventes, des ventes en ligne. Et même les boutiques en ligne. Les boutiques en ligne, des commandes. Enfin, moi, j'ai des nièces qui sont dedans, qui font leur commerce avec ça. Et depuis que ça a été coupé, bon, c'est pratiquement leurs activités sont à l'arrêt. Et même l'État devait gagner parce qu'il n'y a pas longtemps, je crois que la réflexion était menée au niveau des financiers, là où il fallait voir comment on peut imposer les boutiques, les ventes, le commerce en ligne et tout. Évidemment, oui, c'est une fiscalité nouvelle qu'il faut inventer. Et que ça fait aussi des rentrées dans les caisses de l'État. Donc, bon, ça, il faudrait qu'ils le règlent ça très rapidement. Si c'est pour des questions de sécurité, au moins qu'ils le disent. On peut croire ou ne pas croire, mais le silence n'est pas tenable. Oui. Moi, je pense que cette fois-ci, Facebook a été ciblé parce que, pour moi, ils se sont rendus compte que l'information Facebook va très vite. La propagande au niveau de Facebook est telle, à tel niveau, en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques espaces de temps, ça va à une vitesse grand V, à telle enseigne que, d'accord, pour moi, s'ils ne maîtrisent pas, ils ne coupent pas Facebook, surtout au moment où on parlait de coup d'État et tout, pour moi, ils n'ont pas l'idée de couper Facebook en ce moment-là. Pour moi, ça pourrait créer des choses. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est la peur. Les gens ont simplement peur. Ils ont tout simplement peur parce qu'ils savent que Facebook, au moment où ils coupaient, si Facebook marchait normalement, ce soit des coups d'État, allait prendre d'autres tenues et ça pouvait révolter, d'accord, certains jeunes à un certain niveau. Ça, je te convaincu. D'accord. Alors, Ali, on pourrait que c'est la solution. Bon, on restreint Facebook ou on coupe Facebook, on laisse WhatsApp qui fait moins de 250 membres par groupe, mais il reste qu'il y a toujours des moyens. En 2000 au Sénégal, c'est avec les SMS que le SOPI a été, Maître Wade a renversé ou a gagné les élections face à Abdou Diouf. Mais je crois que Vokouma a dit quelque chose d'important. Ils ont ciblé Facebook parce que Facebook, c'est beaucoup plus populaire. Alors que WhatsApp, Instagram, Twitter et tout ça, c'est élitiste. Donc, évidemment, où se trouvent beaucoup plus de gens, ils vont bloquer cette partie. Bon, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on sort des problèmes. Souvent, il faut expliquer ce qui se passe. Et M. Brou, excuse-moi, a parlé de la question communicationnelle. Donc, je crois que ce régime a un gros problème dans ce niveau. Vous voyez, lorsque Yoro a été assassiné, le président a tweeté la mort de Yoro. Mais la cible, c'était qui? Le président, en faisant ce tweet, s'adressait à qui? Le tweet ne touchait pas la cible que le président visait, puisque la cible, c'était les Burkinabés, les gars qui sont sur Facebook. Or, le président a tweeté. Il a fallu les partages pour qu'on sache que le président a réagi par rapport à l'assassinat de Soumaïla Ghanami. Donc, c'est pour vous dire tout simplement qu'en réalité, les coupures d'Internet et tout ça, c'est une forme d'incapacité à faire face à la situation. Et on préfère couper pour ne pas que les gens parlent, pour éviter de se retrouver dans des situations. Ils pensent peut-être qu'en coupant Facebook, ils vont mettre fin à un certain malaise des populations, à un certain ras-le-bol. Ça va mettre fin à des préparations d'un certain nombre d'événements ou de situations indésirées. Mais je pense que ce n'est pas ça la solution. Il y a toujours eu des trucs. Si vous avez évoqué Sopi, le Burkina Faso est connu pour être le pays des tracts où on faisait les tracts qu'on balance. Mais les gens inventent toujours des situations. Donc je pense que pour moi, le régime actuel a un problème à sa communication. Il n'arrive pas à très bien communiquer sur la situation. On va revenir sur le cas du Mali et probablement qu'on va en parler. Le gouvernement, le régime actuel a une difficulté à sa communication. Mais concrètement, qu'est-ce que le gouvernement devait faire alors pour passer sa peur, si c'est la peur, on prend le mot avec le docteur Bou. Mais si le gouvernement a peur, en laissant les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux aussi, il n'y a pas que des choses bien dites. Non. Avant, c'était des poursuites judiciaires et tout, mais aujourd'hui, on a tout coupé. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Je vous ai donné le cas de Yoro. Le président pouvait communiquer sur la mort de Yoro sur Facebook. Il aurait atteint un maximum de population. Le capital de sympathie qu'il cherche, il l'aurait eu.
Oui, mais là, la question ici, c'est que c'est comme une arme de défense par rapport à une situation. C'est pour ça que on dit qu'il y a un coup d'État qui est là. C'est pour ça que j'ai dit le fait de on a peur que ça se répande partout. Ceux qui font les coups d'État, ils n'ont pas besoin de Facebook. Ils ont leur technique pour se rencontrer. Ils ont leur stratégie pour se rencontrer. Vous coupez Facebook, ça vous regarde. Ça, c'est le grand public. Mais ceux qui font les coups d'État, ils ne passent pas par Facebook. Ils savent comment se voir. Donc, ça ne sert à rien. C'est un travail inutile qui nous ramène dans une situation où on se croirait à Pyongyang avec... à Pyongyang. On se croirait à Pyongyang en coupant Internet, on se croirait en Chine, on coupe Internet. Ça ne résout pas le problème. Dans un État démocratique, on laisse les populations... Bien sûr, je prends le mot, on est en démocratie. On laisse le peuple s'exprimer. S'il y a des dérives, la loi prévoit. S'il y a des explications à donner, on va vers le peuple, on explique. Okay. Le peuple n'est pas aussi idiot que ça. Est-ce que pour certains, le régime devient de plus en plus répressif, à des allures dictatoriales, parce que couper de cette façon, sans explication, la sécurité d'État, oui, tout le monde est d'accord avec, ça prime sur tout, mais on n'explique pas, on ne donne pas d'explication, on fait comme si c'est normal d'abuser de tout. Est-ce que concrètement, on peut retenir ça, qu'on est on glisse vers beaucoup plus de répressif? On tend vers le totalitarisme, mais c'est que le contexte a changé. Il y a 15, 20 ans, 30 ans, ça n'aurait pas posé problème, mais on a évolué. Le monde est un grand village. Mais paradoxalement, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a des lois. Parce que l'espace, contrairement à ce que les gens pensent ou à ce qu'on essaie de faire croire aux gens, que l'espace cybernétique est un no man's land où chacun peut aller dire, faire tout ce qu'il veut, c'est faux. C'est régi. Mais je pense que en fait, c'est l'incapacité des dirigeants ou des gouvernants, ou même des autorités judiciaires, à appliquer la loi. Puisque en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est la publication de fausses nouvelles. C'est la propagation de fausses nouvelles. C'est ça, en fait. Si vous n'êtes pas dans ce champ, ben, il y a déjà eu des condamnations. Bien sûr. Mais c'est pas Sur assez. la base de Facebook. Si on coupe, c'est qu'on n'arrive pas à identifier les gens et puis les sanctionner. C'est tout. Donc, ils sont dépassés. Donc, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, quand on avance, les arguments du genre, la capacité de déstabilisation de ces publications, effectivement, ça, on rentre dans le couvert de la sécurité de l'État. Mais la philosophie, en fait, en matière de... c'est le ministre de la Défense qui l'a donné, hein, vous l'avez évoqué. Il dit que le terrorisme est essentiellement une menace qui agit sur le registre des perceptions. Donc, pour lui, sans la communication, le terrorisme n'est rien. Voilà. C'est ça, il a tout dit. Donc, il suffit d'arrêter la communication et puis il n'y a plus de terrorisme. Non, mais ici, voilà. je pense que ici, Ça s'appelle la méthode Coué. Non. La méthode Coué. Voilà, la méthode. Je décrète que le soleil n'existe pas et puis le soleil. Et puis, il n'y a pas de soleil. Il suffit de casser la température. Même si on sèche les habits, le soleil n'existe pas. C'est un peu rigolo, parce que ici, je pense quand même que, comment on appelle ça, la communication dont il est question ici, le gouvernement aussi a besoin de communication. Moi, je pense plutôt que c'est parce qu'il communique mal qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'instrument Facebook qui est le problème. Ce n'est pas l'instrument Facebook qui est le problème, puisque eux-mêmes, ils utilisent ça. D'accord. Mais c'est que leur incapacité Merci Ali. Docteur Bourou, un mot en 30 secondes. Et puis... En réalité, ils se sont rendus compte qu'il y a une crise de confiance entre eux et le peuple. Alors qu'à chaque fois qu'il y a une situation, ils ont peur. Parce que quand il y a coup d'État, les gens ne croient pas. Donc tout de suite, il faut fermer les gens pour ne pas que la riposte vienne. Parce qu'il y a une riposte, tout de suite, ça s'appelle fatale à leur niveau. Donc il faut restreindre. Voici la stratégie. Ils savent qu'il y a une crise de confiance. Et cette crise de confiance-là, de plus en plus, ils se sont rendus compte. Voilà. Merci. On continue par parler politique également à l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Depuis un certain temps, il y a aussi on voit aussi des dissensions, des départs. Et parmi les départs, les derniers départs, on compte le MRP de Mme Yeli Kam, qui fut donc candidate en 2020 à la présidentielle. Et puis, il y a aussi eu cette sortie de Gafourou Niang du Front progressiste. Et puis, avant ça, il y a eu le PDC. Et puis, il y a un certain nombre de partis qui quittent la majorité. Beaucoup, qu'est-ce qui ne va pas à la majorité? Pourtant, c'est bien sûr le jardin verdoyant. On ne quitte pas les jardins comme ça. Qu'est-ce qui se passe?
Écoutez, il faudrait poser la question à Clément Sawadro ou à Maître Benewene Sankara, qui sont les dirigeants de l'APMP, c'est la majorité présidentielle. Ils ont peut-être la réponse la plus indiquée. Bon, je suis comme vous, hein, j'observe qu'il y a des départs dans un contexte difficile. En fait, c'est ça qui est un peu désolant dans cette affaire. C'est-à-dire que quand ça va, hop, on est ensemble, on mange. Il y a des difficultés, hop, certains commencent à partir. Ah, donc il y a des difficultés. Évidemment, je veux dire, aujourd'hui, qui peut dire que la situation sécuritaire n'est pas difficile? C'est un problème. Voilà, je veux dire, on parle de ça depuis plusieurs années. Donc, pour moi, ces défections-là, c'est vrai qu'en politique, il n'y a pas de morale entre griffes. Voilà. On agit selon ses intérêts, selon comment on appelle ça, selon les circonstances, et qu'il n'y a pas une éthique comme ça qui te guide et qui te fait rester dans des positions, dans des postures morales, quelle que soit la situation. Moi, j'analyse ça comme ça. Parce que s'il n'y avait pas ces problèmes d'insécurité, moi, je ne vois pas comment Sarah Sérémé allait démissionner, partir de son poste de médiateur du FASO. Madame Yelika, bon, je crois qu'elle a eu, excusez-moi, 53% lors des dernières élections présidentielles. Bon, elle est partie, je n'ai pas vu de communiqué où elle explique les raisons de son départ. Gafourou, bon, j'ai vu aussi, j'ai suivi son... Gafourou a dit que le président du FASO doit démissionner. Oui, et à la majorité, ça fait quand même... Oui. Ça fait quand même bizarre. Oui, non, mais bon, je pense que le fait d'être dans la majorité ne vous prive pas du droit de dire ce qu'on pense, sachant qu'il y a des conséquences. C'est-à-dire, quand tu es dans une famille, il y a des règles de fonctionnement de la famille. Et je crois que dans les jours qui ont suivi, il a été suspendu. Hein, Alors, mais Vokouma, ce malaise qu'on voit, qui rappelle aussi d'autres types de malaises par le passé, l'évolution politique du Burkina, est-ce que ça voudrait dire que le pouvoir en place, ou le pouvoir a sérieusement des problèmes, et que peut-être qu'il n'y a pas d'entente entre les alliés et le pouvoir qui est le MPP, le parti majoritaire, et qu'il y a peut-être il y a moins d'écoute? Parce que quand on prend le cas de Mme Sarah Sérémé, pour son parti politique, ce qui a été dit, c'est qu'on n'écoute pas, on ne trouve pas des solutions qu'il faut, on fait les choses comme... Est-ce que ces gens aussi ne sont pas partis parce qu'ils estiment qu'il y a des aspirations auxquelles ils n'ont plus droit? Bon, le problème, c'est que les gens ne communiquent pas suffisamment sur leur motivation, sur leurs décisions. Mais je pense qu'il y a eu plus d'une centaine de partis qui sont dans la majorité présidentielle. Donc, le départ de ces gens-là, à mon avis, ça n'a pas trop d'importance pour la stabilité de la majorité. Mais un départ, c'est un départ. C'est quand même regrettable que, même si c'est une seule personne qui part, c'est une personne en moins. Et dans un contexte comme ça, où il faut être soudé, on appelle à l'unité nationale, à serrer les rangs face au terrorisme, qu'une seule personne même fasse défection, c'est toujours regrettable. Docteur Brou, alors qu'est-ce qui ne va pas pour que, dans l'analyse que tu peux faire, pour que ces partis-là quittent? Parce que rarement on quitte la majorité tant qu'il n'y a pas vraiment de crise. Alors est-ce qu'il y a crise ici à la PMP? Quelle pourrait être donc cette crise-là au fond? Mais écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui les gens sont animés par la fibre patriotique. Même si aujourd'hui, comme on le dit, nous mangeons dans la même assiette, on fait tout ensemble, mais aujourd'hui, on a un idéal qu'on doit préserver. C'est cette nation, c'est ce pays. Pas parce qu'aujourd'hui, on fait toi le président Roch, que quand ça ne va pas, il n'y a pas de bonnes décisions qu'il faut soutenir, de façon aveugle. Moi, je pense que, de toute façon, moi, je connais la présidente du MRB. C'est une femme de conviction, c'est une femme de caractère, qui ne joue pas avec les résultats. Pour moi, elle a trop dur même, à la majorité. C'est quelqu'un qui ne joue pas, qui ne bannit pas avec les résultats. Est-ce que vous comprenez? Alors, des personnes comme ça ne peuvent pas cautionner tout ce temps. Tout comme Mme Sarah Sérémé aussi, dont le parti a quitté. Absolument. Mais c'est des personnes qui ont des visions. Toutes ces personnes ont été toutes présidentiables. À un moment donné de leur vie, ont décidé, ont voulu prendre la tête de ce pays-là. Alors, donc, elles ne peuvent pas rester là comme ça, en train d'assister chaque jour que Dieu fait des Burkinabés mourir. Par la faute de certaines personnes. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Je l'ai dit tantôt à l'entrée de notre émission, j'ai dit que nous sommes dans des pays où il n'y a pas cette culture-là. La culture de la démission, la culture d'assumer ses responsabilités,
l'acuité des résultats. Et donc, on est là, on suit, même quand ça ne va pas. Mais c'est déplorable. Et pour moi, toute la classe politique, toutes ces classes-là, eux tous ont échoué. Alors, mais pour certains aussi, ce n'est pas aussi simple que ça. Pour certains, écoutez, le navire prend un peu d'eau à ses bords, donc il y en a qui sautent déjà. Bien sûr, mais ils savent que quelque chose va se passer. Ah, donc, tout de suite, il faut commencer à prendre ces dispositions. Donc là, c'est pas Ils du... savent que ça va se passer. D'accord, ok. Je veux dire, vous voyez, M. Brou, vous êtes en contradiction avec ce que vous dites. Vous venez de faire, comment dire, avec une certaine candeur, vous prêtez des vertus à ceux qui se partent parce qu'ils sont animés par la fibre patriotique et qui ne peuvent pas accepter ça. Et en même temps, vous dites que, voilà, ils sautent parce que le navire est en train de chavirer. Non. Quand le navire est en train de chavirer, c'est le navire là, c'est qui? C'est le Burkina. Alors, mais est-ce qu'il faut prêcher le suicide pour autant? Est-ce que c'est le suicide qu'il faut prêcher pour autant? Qui est au pouvoir. Les gens sautent du navire qui est au pouvoir. Non, mais pour le jeune, le peuple. Bien sûr, excusez-moi. Oui. Les gens ne sautent pas du navire du peuple. On sort du navire qui gouverne le pays. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle la majorité a son avis. C'est de ce navire-là que les gens partent. Les Moundikam, les Gafarou. Et tout cela, ils partent du navire de la majorité. Il faut le comprendre comme ça. Moi, je ne parle pas du navire peuple. D'accord. Voilà, c'est ça qui est la On question. va passer la parole à Évariste Fossé-Kosembo. Honnêtement, vous voulez que je vous dise quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les gens on commence à voir? Parce que c'est quand même c'est le parti, le MPP, la PMP, c'est le regroupement qui soutient le président du FASO, c'est la majorité présidentielle. On voit des dissensions. Quelqu'un comme M. Gafourou Nian, qui est parti à la majorité, qu'on a vu ici déjà, qui a voulu même être candidat, par la suite qui n'a pas pu, mais qui dit que le président Kaboré doit démissionner, voilà, qu'il faut mettre une transition en place. Alors qu'il faut mettre une transition. Il ne fait pas démissionner, il va s'immoler. Voilà, donc quand c'est quand même extrême, et c'est une position qui est antinomique à la vision de la PMP, parce qu'on a vu la lettre du coordonnateur Clément Sawadogo qui a rabattu en brèche tout ça et à la limite l'a suspendu. Oui, j'ai vu ça comme tout le monde, mais vous voulez que je dise quoi? Moi, en fait, la lecture que je donne, c'est qu'en politique, les gens viennent par pur opportunisme. Et quand on me cite la rhétorique patriotique, la mauvaise gestion du pays, non. Les gens sont venus par calcul. Et effectivement, en bon opportuniste, ils se rendent compte que le navire est en train de prendre de l'eau. Chacun maintenant fait ses comptes. Qu'est-ce que je gagne? Peut-être qu'il vaut mieux que je quitte... C'est ça, c'est simple, c'est trivial, mais c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Moi, c'est ça. Qui veut s'immoler, ben, j'attends de voir. Mais est-ce que quelque part aussi, c'est vrai, on peut voir ça aussi de façon triviale, mais au fond aussi, il y a certainement des valeurs aussi qui guident certaines attitudes, certains choix. Est-ce que les gens écoutent par exemple ce qui se passe, ils suivent ce qui se passe dans le peuple, ils écoutent ce que le peuple dit, est-ce qu'ils ne vont pas dans le sens... Ces gens ont accompagné le système pendant combien d'années? Et moi, je pense que la situation sécuritaire du pays, si on s'était donné les moyens politiques et financiers pour le ralentir, on n'avait pas besoin de plus de 2 ans, allez, je vous donne 1 an, 2 ans. On pouvait mettre en place des stratégies, des actions qui allaient donner des résultats. On a fait combien d'années? Mais Évariste, justement, est-ce que ce n'est pas ça qui fait le problème des alliances ici dans nos pays? Quand on est allié, on n'a pas droit au chapitre, on n'a pas de proposition à faire, ou du moins on est allié pour faire tout ce moyen remplissage, on ne vous écoute pas, votre parole ne vaut pas. Est-ce que finalement, quand ça devient difficile, il vaut mieux peut-être s'en écarter pour ne pas être aussi comptable? Moi, je vous renvoie aux conditions de l'alliance. Qui vous dit alliance, c'est qu'il y a des conditions. Si vous avez accepté les conditions, alors, moi, je ne sais pas. D'accord. Ali, et puis on revient. Moi, je pense que ceux qui sont partis, effectivement, si on part du principe de leurs résultats aux élections, j'allais dire présidentielles et autres, bon, c'est très infime pour inquiéter, pour désamorcer le navire APMP, l'Alliance pour le truc. Cependant, Vauquemal l'a bien dit, lorsqu'une personne s'en va, c'est une personne de trop qui s'en va. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut revoir à l'intérieur la gouvernance de l'APMP. Est-ce que l'APMP, ce n'est qu'un regroupement seulement où c'est
le MPP, le parti majoritaire, qui donne ses dictats et que les autres suivent, ou bien réellement la PMP a un fonctionnement assez démocratique qui permette aux autres membres de participer. Si ce n'est pas le cas, il est évident que devant la situation assez délétère du pays, je dis bien situation délétère, on n'est pas encore, le Titanic n'a pas encore, je vais dire, coulé, mais même s'il y a des signes qu'il y a des difficultés. Donc, les gens peuvent peut-être dire, il y a des situations assez difficiles. Nous sommes membres de la PMP, mais en réalité, nous sommes membres de façade. Donc, on s'en va pour ne pas être comptable de quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce pays, des gens, pour avoir soutenu Blaise Compaoré sur la modification de l'article 37, ont été sanctionnés pour ça, pour leur opinion. Donc, c'est un précédent qui existe dans ce pays et que quand les gens voient que ça ne va pas, ils sont prêts à vous lâcher. Ce n'est pas une question d'éthique ou de ceci et de ça, c'est une question réaliste, réelle, qui s'est passée dans ce pays. Voilà, on a sanctionné des gens parce que tout simplement, ils étaient avec Blaise Compaoré jusqu'à la chute. Voilà. Donc, c'est pour cela que les gens sont partis. Ouais. Oui, et puis... Je crois que l'adhésion à la PMP est libre. Voilà. Mais est-ce qu'il y a de la démocratie là-bas? Est-ce que, par exemple, Mme Yeli Kam, devant le président du MPP, par le passé c'était Simon Compaoré, aujourd'hui c'est Bala Sakandé, le coordonnateur c'est Clément, est-ce que Mme Yeli Kam peut faire porter sa voix là-bas? Est-ce que sa vision peut passer? Moi, je ne sais pas à l'MPP. Par exemple. La PMP, je n'assiste pas à leurs débats, à leurs travaux, donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais je sais simplement que l'adhésion est libre. Et le départ également est libre. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, qu'ils partent pour 1000 ou X ou Y raisons, c'est tout à fait normal. Mais comme Évariste l'a dit, vous savez, dans les partis politiques, dans les alliances, on regarde. C'est comme dans les conseils d'administration, on regarde. Tu es majoritaire, hein, tu as une part majoritaire, bon, ta voix quand même porte plus que celui qui n'a que 0,3 ou 5% du capital. Dans les partis politiques aussi, c'est la même chose. Dans la majorité, là, on regarde. Bon, tu pèses quoi? Tu pèses tu as quel poids dans... Qu'est-ce que tu rapportes politiquement? Ça ne se dit pas brutalement comme ça, mais en réalité, c'est de façon... Est-ce que ce n'est pas un faux calcul que de croire que tout se mesure au poids politique? Ah, parce oui, que le poids politique, il est que statistique souvent. Oui, mais, non, mais à la sortie des élections démocratiques, législatives et présidentielles, on regarde ce que chacun a obtenu. Quand vous regardez au niveau du gouvernement, c'est vrai qu'il y a beaucoup mais la répartition des postes, on tient compte de tous ces facteurs-là, des résultats-là. Et Mme Kam, comme M. Gafourou, je ne sais pas quelle est son, comment dire, la qualité de sa contribution à l'intérieur de la PMP. Peut-être qu'ils ont estimé qu'ils ont fait plusieurs propositions qui n'ont pas été entendues, que leur voix ne porte pas et qu'il vaut mieux partir au lieu de continuer d'assumer, parce que jusqu'à ce qu'ils partent, ils sont aussi comptables. Ils sont comptables de ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas qu'ils oublient ça. D'accord. J'ajoute quelque chose. Le MPP a gagné les élections. Parti majoritaire. Quel était son intérêt à avoir une alliance des partis de la... Si le MPP a accepté de créer une alliance, c'est parce que prenons le cas de Mme Yeli, avec ses 0,0000% de voix, voilà, elle peut apporter quelque chose. C'est une voix qui porte. C'est une voix qui porte. Et même dans une entreprise où il y a les majoritaires, mais un conseil d'administration qui se tient. Et même celui qui a 1%, il donne sa voix. Et c'est à l'issue de cela qu'on fait la synthèse et on prend les décisions. Merci. Donc, c'est pour dire tout simplement, peut-être c'est la question de la démocratie à l'intérieur du MPP qui pourrait expliquer. Pour terminer, Dr Brou. La question de la démocratie à l'intérieur de la majorité. Parce que moi, j'ai travaillé de façon étroite avec la présidente du MMB, d'accord, Mme Monikam, et je connais un peu, d'accord, cette majorité-là. Elle n'est pas facile. Vous avez planté le décor, la démocratie à l'intérieur. Alors aujourd'hui, Dr Évariste le disait, moi je ne pense pas que tout le monde vient en politique pour des calculs. Moi, je connais très bien la présidente du MRB, Monikam. Moi, je sais que c'est une femme de conviction, c'est une femme de caractère. Et ça ne voudrait pas dire, si à un moment donné, on a soutenu le pouvoir de la majorité, ça ne veut pas dire que... On est condamné. Voilà, on doit rester les bras liés, même quand il y a la vérité à dire. Oui. On peut conseiller.
Lorsqu'on a un enfant, des fois, qu'on donne des conseils que ça ne passe pas, à un moment donné, on change de stratégie. Je pense que c'est une façon de changer la stratégie. Voilà, ils vont contribuer au développement du pays, mais pas avec la majorité. Je pense que c'est clair. D'accord. Ça ne voudrait pas dire que si on n'est pas la majorité, on ne contribue pas à la construction du pays. Oui, et ces personnes vont continuer de contribuer à construire le pays, mais pas avec la majorité. Merci, docteur Brou. On va terminer avec le Mali. Alors, vous avez tous suivi les sanctions de l'UEMOA d'abord. L'UEMOA, la conférence des chefs d'État, qui fait un sommet qui adopte des sanctions qui sont par la suite entérinées par la CEDEAO. Et parmi ces sanctions-là, des sanctions suffisamment difficiles, dont par exemple le gel des avoirs au niveau de la BCEAO, donc qui paralyse en fait le système financier au niveau du Mali, la fermeture donc des frontières des pays de la CEDEAO avec le Mali, le rappel des ambassadeurs des pays de la CEDEAO au Mali, un ensemble de mesures qui ont été tout simplement explosives pour l'ensemble de la communauté. Donc dans tous les pays, on condamne, à l'échelle internationale, on condamne. Et alors, Évariste Fassin, Conseil-vous? Non, effectivement, vous avez cité les sanctions des institutions différentes, il faut le dire, parce que la CEDEAO est totalement différente de l'UEMOA. Il y a beaucoup au titre donc des sanctions même de la CEDEAO, je pense que les avocats maliens ou même d'autres pays gagneraient beaucoup à faire reculer parce qu'il y a matière. Parce que quand vous voyez des mesures qui sont discriminatoires, qui discriminent sur la nationalité, qui violent les droits et les libertés, il y a un problème. Par exemple, quand on ferme les frontières, je sais que je cherchais les textes, je ne sais pas, il y a des conventions internationales sur les droits des pays qui n'ont pas de littoral. Il y a un droit de transit, il y a tout ça, et ça pose des problèmes. Et en plus, même au regard, même pour le fonctionnement même de la BCEAO, je ne pense pas que la BCEAO puisse recevoir des instructions d'institutions, d'organes comme la CEDEAO. Il y a beaucoup de problèmes, tout ça dedans. Donc, ça veut dire que ces chefs d'État-là même violent à travers ces décisions le droit. Mais il semble que dans les protocoles additionnels, il y a des dispositions qui permettent aux chefs d'État. C'est ça, je dis qu'il faut regarder. Dans le cas des mesures de rétorsion, quand il y a des violations, par exemple, à la charte ou à la Constitution. On a vu le président Bazoum, par exemple, dire que lui, il ne reconnaît pas, par exemple, la mesure comme la fermeture des frontières. Le droit, on peut vous noyer dedans, attention. Hein. C'est ça, je dis, il faut regarder quand même. Parce que ce que les gens oublient, le droit, c'est quand même un bon sens aussi. Hein. On ne peut pas aller asphyxier un peuple et avoir le gel des avoirs. Parce que la BCEAO, c'est quoi? C'est le Mali qui a donné une concession de sa souveraineté. Mais vous ne pouvez pas venir confisquer. Si vous n'êtes pas d'accord, elle peut reprendre ses biens. Vous ne pouvez pas geler les avoirs de l'État malien, les avoirs des sociétés publiques. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment du délire et du n'importe quoi. Voilà, mais il se trouve que l'UEMOA, c'est le président Kaboré qui est le président de la commission des chefs. Malheureusement. Lui-même qui est banquier, lui-même qui est un ancien banquier de renom. Malheureusement, je pense que comme c'est un syndicat, il n'a fait que se solidariser. Oui, mais est-ce que là, on s'en prend beaucoup au président Kaboré un peu partout? Est-ce qu'il avait quelque chose à faire d'autre? Est-ce qu'il pouvait faire autrement? Il avait son courage, il pouvait assumer son courage. Non, parce que devant une injustice pareille, il ne peut pas aller cautionner. C'est une injustice. Et la preuve, c'est qu'il y a eu des ressortissants burkinabés au Mali qui se sont désolidarisés de sa décision. On a vu ça. On n'a jamais vu ça, ce qui se passait. Mais est-ce que c'est sa décision? Docteur Brou. Alors, les chefs d'État ont poussé trop le bouchon ou est-ce que c'était bien pour ramener la junte à la réalité? Est-ce qu'aujourd'hui, la junte ne va pas capituler ou parce qu'on a dit de sortir de la CEDEAO, on a dit de quitter ici, on a dit de... Est-ce que finalement, dans le réalisme, et puis la réelle politique aussi, la junte ne va pas... parce que Assimi Goïta a dit qu'il laisse la porte ouverte au dialogue. En réalité, pour moi, les gens sont venus avec un plan. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, si vous pressez, si vous forcez à faire du vent, je peux venir à la place du vent. C'est ce que les chefs d'État ont fait tout simplement. Aujourd'hui, pour moi, la stratégie, c'était d'envoyer des sanctions, qui allaient, faire mal au peuple. Le peuple malien allait se soulever contre la junte. Voici leur stratégie. Mais malheureusement, Dieu ne donne pas. Ils ont échoué avec succès. Échec avec mention.
Aujourd'hui, on a vu le vendredi. Mais aucun accord ne peut se faire sans le peuple. Aucun traité ne peut se faire sans le peuple. Le peuple malien a dit que vos accords, nous, on n'est pas concernés, on n'est plus concernés. Alors, à force de se précipiter, à force de viser cette façon de pousser la jeune, le peuple a poussé la jeune à sortir, amène aujourd'hui ces sanctions-là ont à la limite légitimé les 5 ans ou les 7 ans d'Assimi Goïta. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, en croire partout que le peuple malien, même les peuples africains, sont d'accord à ce que la junte militaire vienne faire 10 ans, 20 ans au pouvoir. Oui. D'accord. Alors, mais ça aussi, mais au fond, est-ce qu'aujourd'hui, les chefs d'État n'ont pas fini par, j'allais dire, crédibiliser davantage, et j'allais dire peut-être définitivement, la junte au pouvoir? Mais c'est ce que je suis en train de dire, M. Lukman. Au fait, je dis, pour moi aujourd'hui, peut-être qu'on peut aller 5 ans, on peut dire c'est trop. Mais aujourd'hui même, si on organise les élections au Mali, c'est quel candidat qui peut aller battre campagne à Kidal, à Gao, à Tombouctou? Qu'on lui dise. Est-ce qu'on peut organiser des élections dans ces conditions? Mais l'élection qui avait élu Ibeka avait été élue aussi avec ce même territoire qui était coupé au nord. Mais ils ont élu. Et cela est pour corollaire. Cela est pour corollaire. Ibeka est parti. Et je ne suis pas d'organiser les élections. Aujourd'hui, voici chez nous. On sait ce qui s'est passé lors des élections. Moi, j'ai travaillé tout le temps avec la présidente de MRB, d'accord? On a vu ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Monsieur Lukman, on ne sait pas tout, on peut dire sur les antennes. Ah bon, on a vu ce qui s'est passé, on a vu comment les choses sont passées, on a vu. Et donc aujourd'hui, pour moi, il ne faut pas pousser le peuple malien à cette erreur-là. Les jeunes sont venus au pouvoir, il y a des problèmes. Pour moi, on peut demander à cette junte-là, à la junte militaire au Mali, ok, vous voulez 5 ans, donnez-nous un chronogramme. On discute avec ces jeunes. Parce qu'en réalité, ils ne viennent pas, pour moi, ils ne viennent pas pour s'éterniser bien. Ils viennent pour construire un pays. Ils viennent pour construire un État. Pour moi, il faut les laisser. Mais c'est ce qu'on dit d'eux. Est-ce que concrètement, c'est ce qu'ils veulent réellement quand ils viennent pour une transition? Il y a une charte qui est faite. D'abord, il faut un coup d'État dans cette transition. Ils reprennent les choses en main. Ils disent maintenant 5 ans. Est-ce que ça aussi, on ne peut pas soupçonner la junte d'une velléité de confiscation du pouvoir quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Écoutez, arrêtons ça un peu. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on soulève au Niger, on soulève quelqu'un qui est au village pour venir le déposer par le président au Niger. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez de qui? Monsieur Boukmal, laissons les choses comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter cette façon de faire, cette façon d'agir en Afrique. D'accord. Il faut qu'on soit sérieux. D'accord. Laissons les jeunes maliens, laissons le peuple malien construire son avenir. Pour moi, nous pouvons apporter des conseils, nous pouvons apporter une expertise en matière d'encadrement, mais laissons le peuple malien construire avec son destin. Absolument. Vokouma, est-ce qu'on laisse le peuple malien ou on dit au peuple malien, on a un destin commun, on est tous dans la CEDEAO, donc il y a des règles, parce que il y a aussi que ça peut être aussi un précédent, si au Mali ça passe aujourd'hui, demain ça peut être ici au Burkina ou ailleurs. Est-ce que c'est pas aussi, les chefs d'État n'ont pas aussi cette volonté de faire aussi le gendarme? Bon. Il y a beaucoup de choses dans cette affaire. Mais j'ai entendu ou lu que c'était des décisions illégales, illégitimes. Illégitimes peut-être, ça je peux un peu débattre. Mais illégal, c'est faux. C'est pas vrai. L'acte additionnel de 2012 là, prévoit ça. Je suis allé regarder les textes. Hein? Non, alors le président Bazoum a parlé de la fermeture des frontières. Et je pense que même sur ce point, il n'a pas bien regardé l'acte additionnel parce que et il s'est mis dans l'acte additionnel, dans les sanctions, il est prévu la restriction à l'utilisation des espaces aériens et des eaux territoriales. Donc, ça à peu près restriction. Je ne dis pas que c'est fermeture, c'est pas la même chose que voilà. Mais mais c'est ce que je suis en train de, c'est la nuance que je suis en train d'apporter. Mais dans l'acte additionnel, c'est clair, c'était adopté en 2012, acte additionnel portant régime de sanctions à l'encontre des États membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Et vous avez une liste de sanctions qui sont prévues, suspension de prêts, suspension des décaissements, suspension du droit de vote, suspension de toutes les instances, et même si l'État suspendu continue quand même de cotiser, je suis allé regarder, suspension des voyages, le gel des avoirs,
C'est dans l'acte additionnel. Dans l'acte additionnel, les avoirs financiers. Attendez. Non, ça c'est dans le texte. C'est pas moi qui invente. Laisse-moi finir. Je pense qu'ici, dans les actes additionnels, effectivement, dans les actes additionnels, les sanctions qui ont été prises sont prévues. Non, si vous pouvez me laisser aller ça, je peux le confirmer pour vous, Kouma. Oui, mais je suis allé lire le texte, je n'invente pas. Il y a l'embargo sur les armes et puis il y a la restauration, c'est ce qui est fait aussi polémique, de l'ordre par l'utilisation des armes. Ça, donc, du point de la légalité, c'est légal. Mais est-ce que ce qui est légal est opportun? Nous avons eu ce débat ici, à propos de l'article 37 de la Constitution. Moi, j'ai la déclaration de Barreau du Mali qui dit que c'est illégal. Voilà. Non, mais moi, ce sont des avocats. Mais oui, mais moi, je vous dis. Après, vous venez m'opposer votre légalité. Non, discutable. Non, mais je te donne les éléments de l'acte additionnel. On ne peut pas prendre des mais c'est articles public. comme ça isolés. Non, pas du tout. Non, voilà. C'est un acte additionnel. Non, alors, c'est un acte additionnel qui a été adopté par les chefs d'État en 2012. Il y a aussi la possibilité que l'on aille regarder, mais il y a aussi d'autres avocats qui ont aussi estimé que, du point de vue de la légalité, il n'y a pas un problème. Voilà. C'est les tribunaux qui vont trancher. Enfin, nous, on débat. Je veux dire, nous ne sommes pas des spécialistes, on débat, mais je regarde, moi, je suis allé regarder le texte et c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, du point de la légalité, il n'y a pas de souci. Mais du point de la légitimité, je pense que la CEDEAO est allée trop loin. Aller trop loin parce que, évidemment, les premières victimes de ces mesures-là, c'est la population malienne. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de contraindre la junte à revoir son calendrier? Je pense que j'ai le sentiment qu'il y a eu un gros déficit de communication entre la junte et les chefs d'État de la CEDEAO. Parce que dans ses propositions, elle a dit qu'elle propose entre 6 mois et 5 ans. Voilà. 6 mois et 5 ans. Elle n'a pas dit 5 ans, elle a dit entre 6 mois et 5 ans. C'est bien ce qu'elle a dit. Donc, elle ne part pas sur le principe de 5 ans. Oui. Je rappelle qu'ils sont arrivés depuis août 2020, donc depuis 17 mois. Oui. Donc, évidemment, la jeune sait bien qu'elle ne peut pas obtenir encore 5 ans. Ça en fera plus qu'un mandat dans un régime présidentiel, par exemple, comme chez nous. Donc, elle sait ça. Donc, elle est partie avec ces négociations. Et le lendemain de la sanction, quand vous lisez le discours de Goïta, il dit clairement qu'eux, ils sont partis sur une base de discussion. Ils espéraient qu'ils allaient discuter de ça. Et que, de toute façon, eux, ils sont toujours ouverts au dialogue. Oui. Si vous écoutez le Premier ministre vendredi, Choguel Maïga, lors de la grosse manifestation, il a également dit qu'eux, ils étaient toujours disposés à négocier et Moi, j'aimerais dire une chose. C'est vrai que ça a suscité beaucoup de passion, les gens, ce qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, l'avenir du Mali est beaucoup plus dans la communauté que hors de la communauté. Je rappelle... Attendez, laissez-moi finir. Laissez Évariste. Beaucoup terminer sur cette hypothèse, cette thèse. Laisse-moi finir. Oui. Je rappelle que Modibo Keïta était sorti de l'UEMOA et du franc CFA et il est revenu dessus. C'est pas Modibo. Non, mais le Mali, en tout cas le Mali 84, excusez-moi, c'est vrai, en 84. On sait aujourd'hui, d'accord. Donc les chefs d'État de la CEDEAO sont allés en mission. Moi, quand j'écoute un peu l'ami des armées françaises, Florence Parly, par tous les moyens, la jeune va dégager. Aujourd'hui, on sait clairement... Oui, mais en attendant, les Français n'étaient pas au Ghana. C'est les ajouter, parce qu'ils n'avaient pas fini. On sait que c'est sous le dictat de la France que les chefs d'État... Ça, c'est une extrapolation. En attendant, ce sont les chefs d'État africains qui sont allés signer ces sanctions. Oui. En revanche, là où je suis tellement outré, c'est le passage sur l'arrivée de Wagner au Mali qui pourrait être objet, source de déstabilisation de la sous-région. D'accord. La CEDEAO n'a rien à faire dans cette affaire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre un téléspectateur, on m'a dit, puis on va donner la parole à Ali. Allô? Oui, bonjour monsieur Boukouman, bonjour le plateau. Bonjour, et présentez-vous? Oui, moi je m'appelle Didier, je vous appelle du Togo, de Lomé. Ok, enchanté. Oui, je suis fidèlement à vos émissions chaque dimanche. Merci. Mais je m'appelle Didier, je m'appelle du Togo. Allez-y. Oui. Monsieur Boukman, moi je pense que, je voulais intervenir sur deux problèmes. Le problème du coup d'État en Côte d'Ivoire. On ne doit jamais soutenir un coup d'État, jamais, même pas
Même pas une minute là. Il ne faut même pas donner la chance à quelqu'un parce qu'il est militaire, il a le pouvoir. Si un problème se présente dans un pays, il y a les mécanismes politiques pour régler le problème. Admettons que le CPPFM, le parti de Blaise Compaoré, ils ont près de 25% à l'Assemblée. Admettons qu'ils mobilisent leurs partisans pour contester le pouvoir. Et le militaire sort parce qu'il y a un problème, il fait un coup d'État. Est-ce que vous allez accepter? Il ne faut même pas leur donner le flanc à votre consultant. Il ne faut même pas donner le flanc aux militaires parce que ce n'est pas parce qu'ils ont les armes qu'ils sont plus intelligents. Ils ont leur caserne, ils ont défendre les frontières. Ça, ceci étant dit. Pour le cas du Mali, le Mali, d'accord, mais nous ne serons pas naïfs. Sanogo est venu, qu'est-ce qu'il a pu faire? On est trop naïfs quand on supporte ces militaires. Sanogo est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a empiré la situation. Le militaire qui est venu après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font un coup d'État dans un coup d'État, et puis on dit parce qu'ils sont maliens. Si par exemple un coup d'État au Ghana demain, s'il y a, comment l'appelle-t-on, il y a les choses se suivent, un coup d'État au Ghana, parce que les Ghanéens les ont copiés. Ce qui se passe au Ghana répète automatiquement sur les autres communautés de la région. Donc on ne peut pas me dire que parce qu'ils sont maliens, ils sont souverains, ils doivent faire ce qu'ils veulent. Non, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir. Les civils n'ont qu'à gérer le pouvoir, ils ont fait un coup d'État, d'accord. Maintenant, il faut qu'ils laissent le front aussi pour qu'ils gèrent. Ils ne sont pas les hommes providentiels, monsieur journaliste. Non, il ne faut pas les soutenir. Moi, je ne suis pas on est trop naïfs en Afrique. Trop naïfs en Afrique de supporter un coup d'État. Il n'y a jamais de militaire providentiel. Il est fait pour ça. Laissez les militaires de pays. Ils n'ont qu'à aller à Kidal, ils n'ont qu'à aller déloger les gens de Kidal. Ou ça, s'ils veulent que les gens partent, ils n'ont qu'à dire aux Français de partir directement. D'accord. Ils font le petit malin. Quand François a vérifié, ils ont dit. Merci, monsieur Didier de choses. Ali avait la parole. Merci. Voilà, en fait, la question du Mali, bon, je voulais rappeler que sur ce plateau, personne n'a donné quitus à un coup d'État. On a seulement dit qu'il y a des situations qui expliquent l'arrivée des coups d'État. Oui, et même au Burkina Faso ici, l'Église catholique a dit qu'un coup d'État était un coup d'État béni de Dieu. C'était dans des années de voilà, mais je fais ce rappel pour que monsieur qui nous appelle de Lomé, on salue, on est très content qu'il suive notre émission depuis Lomé, mais on n'a pas dit qu'on adoubait les coups d'État ou on invitait les militaires à faire des coups d'État. Moi, j'ai écouté le discours de Assimi Goïta, c'est que le discours auquel Fokuma faisait allusion. Effectivement, c'est une période de 6 à 5 ans. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient 5 ans. Il a même dit que lorsqu'ils ont envoyé leur émissaire, c'était à Ouagadougou, il a parlé de notre président sans pour autant le citer. Donc, pour eux, ils s'attendaient à ce qu'on les reçoive et puis on discute sur le chronogramme. Je crois qu'ils s'attendaient à cela. C'est ce qui n'a pas été fait et la sanction est tombée de façon brutale. Je pense que ce qui a manqué ici à nos chefs d'État, c'est de penser que si on discute avec la junte au Mali, c'était une façon de donner un blanc-seing à tous les militaires de tout l'espace CEDEAO de faire un coup d'État. Il ne faut pas oublier qu'avant le coup d'État de Assimi Goïta, tous les vendredis, après la grande prière, l'imam Diko mobilisait les foules à Bamako. Et je crois que c'est ce qui a favorisé. On a dit tout à l'heure, et moi j'ai dit les militaires sont très intelligents. Ils observent ce que les civils font avant d'agir. Voilà. Donc, on n'a pas dit qu'on donnait un blanc-seing aux militaires. On dit tout simplement que la bonne gouvernance doit se faire. Et puis ensuite, au niveau de la CEDEAO, il faut que les chefs d'État, lorsqu'ils se retrouvent entre eux, qu'ils aient une petite pensée pour la solidarité à l'intérieur de l'espace. Il ne faut pas prendre des décisions qui déstabilisent davantage l'espace aujourd'hui. Parce que, et puis je voulais terminer pour dire, parce que moi j'ai un peu écouté, tout le monde s'en prend à notre président, comme si c'était lui qui avait pris les décisions contre le Mali. Le sort a voulu... C'est lui qui était le président. C'est lui le président de la conférence. Oui, il est le président de la conférence et c'est sa signature. Mais ce n'est pas lui qui a pris la décision contre la France, contre le Mali. C'est l'ensemble des chefs d'État. Et le sort ayant voulu que ce soit lui le président dans lui, et il a signé. Donc c'est l'ironie du sort. Voilà. Oui. Je voulais juste ajouter une chose. Mettez ce qu'Ali Compaoré dit. Oui. Quand vous prenez l'espace UEMOA, il y a les deux grands de l'UEMOA. C'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. À eux deux, ils font 62% du PIB de l'UEMOA. On n'a pas de question de... C'est les votes, non, mais je veux dire, le poids politique... Je viens, laissez-moi terminer. Le poids économique... Laissez-moi terminer. Je vais seulement dire... Le président Kaboré aurait pu dire, je ne signe pas ça. C'est un chef d'État au même titre que les autres. C'est pas une question de pays. Laissez-moi terminer. Le président Kaboré aurait pu dire qu'il ne signe pas. Ça, il aurait pu le dire. Mais ça n'aurait pas changé grand-chose
à la situation parce qu'il n'est pas majoritaire dans la situation. Vous vous souvenez, et pendant la crise en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso a tout essayé pour changer le président de la BCEAO. D'accord. On n'a pas pu parce qu'on n'est pas majoritaire là-bas. D'accord, ok. Donc, c'est pour rétablir les choses, pour dire la décision qui a été prise, c'est une décision de la CEDEAO. C'est une décision collégiale. Collégiale, voilà. Mais c'est le président Kaboré qui porte qui ramasse les pots cassés parce qu'il est le président de la conférence des chefs. Okay, alors, on va prendre notre deuxième téléspectateur et puis on revient à Évariste. Monsieur Ouedraogo. Oui, bonjour, monsieur Lukman. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Oui, je me présente Ouedraogo Seydou. D'accord, allez-y. Oui, je voulais juste faire une petite parenthèse pour saluer le frère du Togo, parce que j'ai beaucoup aimé son intervention. D'accord. Alors, vis-à-vis, j'allais dire, l'affrontement entre la France, je mets en griffe entre la France et le Mali, il y a ici notre pays, et finalement, pratiquement tout le monde prend position contre la France, et même en défaveur de notre propre pays. Alors, je ne crois pas que la guerre ouverte entre le Mali et la France, permettez-moi encore le terme, je mets ça en griffe, est exactement la même que la CEDEAO et le Mali. Je ne crois pas du tout. Ces deux choses séparées, et pour moi, il ne faudrait pas faire d'amalgame. Ce n'est qu'une simple coïncidence. Ici, les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, j'allais dire, rencontrent l'assentiment peut-être de la France, parce que la France, en tout cas, aurait souhaité que Wagner ne soit pas au Mali. Voilà, c'est des coïncidences, c'est les plus coïncidences. Donc, la CEDEAO, je veux dire, à travers ses présidents, ne sont un pantin d'aucun pays occidental. Ici, on a le Nigeria, on a comment on appelle ça, le Ghana, on a la Sierra Leone, on a le Mali. Excusez-moi, ce n'est pas le Mali, je voulais dire le Libéria. Alors, tous ces pays-là n'ont aucun lien avec la France. Mais ici, vous voyez par rapport à l'ECO, quelle est la position de ces grands pays comme le Nigeria, comme le Ghana, vis-à-vis de l'ECO et par rapport à la France. Alors donc, ne faisons pas d'amalgame que j'avais constaté un certain... voilà. Mais ce que je veux dire, notre président, je ne sais pas si je suis en direct, parce que je suis carrément... Oui, vous êtes en direct. Donc, tout ce que vous dites là peut être retenu contre vous. Donc, voilà, allez-y. Voilà. Ok. Maintenant, voilà, ce que je veux dire. Notre pays a pris part à une rencontre. Généralement, c'est des rencontres où, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, elles sont prises à la majorité ou par consensus. Mais je crois que dans tel cas-là, c'était certainement à la majorité. Alors, notre pays, moi, en prenant simplement le cas de notre pays, nous sommes mal placés pour apprécier un coup d'État au Mali. D'autant plus que nous, on a rejeté avec fracas un coup d'État ici, perpétré par M. Djenguéré et sa suite. Alors, il est inconcevable que nous-mêmes, on soutienne un coup d'État au Mali. Il y a un amalgame aussi à faire pour ce qui se passe au Mali, qui est un coup d'État, et ce qui s'est passé en 2014 au Burkina, c'est une insurrection. Nous, on a fait une insurrection. L'insurrection est différente. L'insurrection est différente d'un coup d'État. Donc, je vois notre pays, à travers son président, supporter les décisions du Mali. Comment on appelle ça, les décisions, pas des décisions, parce que on peut mettre ça dans Monsieur Seydou, oui? On n'est plus au point où on soutient un coup d'État ou pas. C'est-à-dire que la CEDEAO a admis le pouvoir de la junte. Et il y a une charte et il y a des engagements. Aujourd'hui, on est au respect de ces engagements. Donc, on peut être contre si ça ne va pas dans l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, là, qui souffre au Mali? C'est la population? Est-ce que un président ne pourrait pas dire non parce que ça va faire souffrir le peuple? Non, ce ne serait pas logique avec le président lui-même. Mais vous voyez que ce qui s'est passé dans les premiers moments, notre président même a fait des pieds et des mains pour qu'on diminue, j'allais dire, à sa plus simple expression, les sanctions face au Mali. Alors, mais ici, nous sommes dans un contexte d'application ou non. Ce n'est pas appliqué. Quels sont les projets? Le projet, on ne voit pas la tête ni la queue.
Merci. Alors, il y a, pour moi, pour qu'il y ait une pression suffisamment sur ces autorités-là. Merci, M. Seydou. On retient que vous dites que ça n'a pas de rapport entre la France et donc... Oui. dire que quand on regarde la précipitation avec laquelle les dirigeants de la CEDEAO ont pris cette décision, ils ont réagi de façon épidermique. Merci. Voilà. Parce qu'il aurait fallu d'abord entendre. Alors, mais ce qui fait penser à certains que c'est la France qui est Non, derrière. je ne crois pas. Est-ce que c'est Effectivement, il vrai? a nuancé. Hein, parce que je ne doute pas qu'un pays comme le Nigeria se laisse influencer par la France. Parce que quand on connaît bien le général Buhari, il est très carré. Je ne sais pas. Non, je ne crois pas tellement que... Je pense qu'avec tout le ramdam qui se fait autour de cette décision de la CEDEAO, il serait beaucoup plus judicieux, à mon avis, que la CEDEAO se réunisse à nouveau, convoquer la junte à la rencontre, et que, parce que la lettre de Assimi Goïta, ils disent bien, c'est de 6 à 5 ans. Et il a même dit dans son message que sa mission qu'il a envoyée à Ouagadougou, c'était pour voir comment est-ce qu'on pouvait trouver des choses, des palliatifs à leurs propositions. En lieu et place de cela, on leur a donné la totale de 5 ans. Donc je pense que c'est le peuple du Mali qui va en souffrir. Bien entendu, le Mali en souffre, le Burkina va en souffrir, le Niger va en souffrir, la Côte d'Ivoire. C'est la CEDEAO. Donc il faut reconvoquer, pour moi, il faut aller au dialogue. Il y a des appels d'ailleurs un peu partout au dialogue. Il faut que Assimi Goïta ne ferme pas la porte au dialogue. Donc il faut revenir sur ça. C'est une junte un peu plus, j'allais dire, un peu plus intelligente. C'est une décision un peu fébrile des chefs d'État. Non, j'aimerais dire une chose, c'est qu'au moment où nous parlons, même depuis même dès le lendemain même de la prise des sanctions, il y a encore des négociations qui continuent en coulisses. Pas des 2 ans. Il y a des chefs d'État. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir les 2 ans, les 5 ans. Juste une chose. J'ai entendu, oui, la CEDEAO est instrumentalisée par la France, patati patata. Alors, c'est cette fuite de responsabilité-là que je recuse. Nos chefs d'État se sont réunis entre eux, c'est eux qui ont pris la décision. Et comme Évariste l'a dit, moi je connais bien la position du Nigeria sur un certain nombre de points. Vous voyez comment la question du CFA et de l'ECO, comment ils ont rabrouillé Ouattara et merci beaucoup. On va laisser 5 secondes à Dr Brou, qui est le nouvel invité, de clore cette émission. Dr Brou. Je pense que ça a été très enrichissant. Et ce qu'il faut retenir pour moi, ce qui est important pour moi, c'est le coup d'État et les sanctions au niveau du Mali. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait pour le Mali? Il faut rouvrir un dialogue avec le Mali, je pense que l'Algérie s'est déjà portée pays négociateur. Et je pense que l'Algérie, quand même, vu son poids dans cette région-là, je pense que l'Algérie peut jouer le jeu. Ils ont proposé 16 mois. On estime que ça peut aller. Mais pour moi, le temps n'est pas la question au Mali. D'accord. Ça, j'insiste là-dessus. Le temps n'est pas la question au Mali. Ce qui compte, c'est que les Maliens trouvent la solution à leurs problèmes aujourd'hui. Merci. Et puis, les frontières qu'on ferme, c'était en fait une analyse qui paraît... Est-ce que le Burkina a une frontière avec le Mali encore? Pour les pays qui ont des frontières occupées par des terroristes, comment on ferme ces frontières-là? La fermeture des frontières, c'est un peu ridicule. Donc, merci de nous avoir suivis. On est au thème de cette émission. Merci bien. Merci à ceux qui nous ont appelés. J'étais donc avec le docteur Brou. Docteur Brou est donc consultant, enseignant et chercheur. Merci d'être passé sur ce plateau. Ali Mamadou Compaoré, journaliste, enseignant à l'ISTIC. Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil, association de défense des droits de l'homme. Et Vokuma Joachim, journaliste, directeur de publication de Casseto.net. On vous dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco Studio.